Avant de commencer la vidéo, sache qu'elle contient du spoil, donc si t'es pas à jour dans la saison finale de Shingeki no Kyojin partie 1, ben voilà quoi. Ensuite, je reprends à peine les vidéos, du coup j'ai perdu tout ce qui est automatisme. En gros, celle-ci elle sert de crash test. J'ai pris un nouveau micro que je ne maîtrise pas du tout, donc la qualité sonore elle va varier. Aussi, je possède aucun talent en ce qui concerne le montage, je monte littéralement avec le cul. Merci pour ta compréhension, bonne vidéo. La saison 3 de Shingeki no Kyojin a bouleversé l'ordre des choses. Les vérités de la cave des Jaegers ont propulsé les enjeux de l'œuvre et nos protagonistes à un tout autre niveau. Ce changement de ton est initié dès la guerre civile, à l'intérieur des murs. Nos héros ont dû tuer d'autres êtres humains afin de sauver Historia et Eren. Mais désormais tout devient limpide. Pourquoi trouve enfin des réponses? Pourquoi les titans? Pourquoi Berthold a fracassé le mur? Pourquoi toutes ces morts? Et pourquoi Carla s'est faite bouffer ce jour-là? L'offensive d'Eren sur Revelio est la concrétisation de sa promesse, celle de faire payer à ceux qui lui avaient tout pris. Sa ville, son insouciance, son enfance, son foyer, sa mère, bref, sa vie. Ce soir-là, Eren Yeager a décimé l'état-major de Mar et dans la foulée les nombreux notables venus du monde entier assistaient au discours de ce cher Willy Tybur. En parallèle de cela, armé du colossal, Armin réduit à l'état de ruine le port et la flotte de Mar, retardant ainsi la riposte sur l'île du paradis. Et cerise sur le ghetto, Eren s'accapare le titan marteau d'armes ainsi que Dzig au sang royal, les atouts de l'arsenal titan de Mar. Le tout en humiliant Gaillard et Reiner. L'opération étant un succès, l'ordre de repli est donné. Comme les autres, Sacha retourne à l'intérieur du dirigeable, elle aide Jean à se hisser à bord, ce sera aussi elle qui l'informera que 6 de leurs camarades sont tombés au combat. Alors que Frock et les autres se réjouissent de la réussite de la bataille, avec presque autant de ferveur que Gabi et les siens après leur victoire face à la coalition du Moyen-Orient, Jean demande combien de batailles sanglantes devront-ils encore mener, pendant que Sacha, désabusé, observe la ville en proie au chaos. Connie s'approche pour étreindre ses camarades de longue date, il est soulagé. Soulagé qu'ils soient revenus saufs de ce combat. Plus tard, Sacha, avec son ouïe très fine, croira entendre un bruit venant de l'extérieur, mais personne n'y prête attention. Tout le monde est trop occupé à fêter le triomphe sur Mar, comme si les massacres qu'ils venaient de commettre au nom du nouvel empire eldien seraient sans conséquence, comme s'ils étaient intouchables. Sauf que, ce bruit c'est Gabi, qui, pleine de haine, a réussi à se hisser jusqu'au dirigeable. Malgré son 6ème sens légendaire, Sacha ne peut éviter le projectile meurtrier qui lui perfore le cœur. Elle tombe au sol et se vide de son sang. Gabi réarme son fusil, Jean s'apprête à lui tirer dessus quand Falco intervient. Gabi rate son tir et celui de Jean ricoche dans le vide. C'est alors que tous les soldats s'acharnent sur les deux passagers clandestins, pendant que Connie puis Jean tentent de garder Sacha consciente. Elle demandera le calme, puis si le dîner est prêt. Malgré l'intervention des infirmiers, Sacha rendit son dernier soupir. En dépit des quelques morts du côté du bataillon, l'opération reste couronnée de succès. Cependant, des invités de dernière minute et une balle bien placée feront tache sur le tableau. Une erreur dans l'équation, comme dirait l'autre. Eren demanda quels étaient les derniers mots de Sacha. Fidèle à elle-même, avant de passer l'arme à gauche, elle avait réclamé de la viande, ce qui fera rire Eren. Je crois qu'on a tous été attristés par la disparition de Sacha. Qu'on a vécu ça en lisant le manga ou en regardant l'anime, il est indéniable que cette balle mortelle a laissé un grand vide dans nos cœurs. Mais alors pourquoi ? Il y avait tant de monde ce soir-là dans la ligne de mire de Gabi. J'ai envie de croire que sa mort n'est pas un hasard. Qu'à travers l'expérience que propose Isayama, sa mort ait du sens. Pourquoi elle et pas un autre? Avant de proposer une réponse, j'aimerais revenir sur le personnage de Sacha Bros et sa place dans l'intrigue. Je sais pas si t'es au courant, mais elle n'aurait pas dû mourir ce soir-là à Revelio. Reste bien jusqu'au bout pour tout savoir. Sacha vivait avec son père au village de Doper dans l'enceinte du Mur Rose, un endroit faiblement peuplé où les gens vivaient traditionnellement de la chasse. Sacha a toujours apprécié la viande et le gibier n'est pas ce qui manquait, jusqu'au jour de l'attaque des titans, celle du colossal et du cuirassé. Ce tragique événement a causé un afflux massif des réfugiés au sein du Mur Rose, décuplant le nombre de bouches à nourrir. Le père Bros explique à sa fille que défricher la forêt pour en faire des champs est nécessaire. Tout le monde a dû se serrer la ceinture et ces sacrifices ont permis de subvenir aux besoins du plus grand nombre. D'autres encore ont accepté l'offre du pouvoir central d'élever des chevaux en échange de salaire. Sacha s'oppose vivement à ces changements. Pourquoi abandonner ce mode de vie?
Pourquoi accueillir ces réfugiés sur nos terres? Pourquoi se priver de viande? Pourquoi faire des réserves pour l'hiver? Ils n'avaient qu'à se défendre face aux titans. C'est de leur faute. Maintenant, ils sont là à nous voler notre forêt et nos bêtes. Le père Browse comprend le point de vue et la peur de sa fille. Il expliquera cependant que pour lui, le plus important, c'est d'aider son prochain et de former un grand tout. Il faut réussir à vivre tous ensemble, même si ça implique d'abandonner une partie de ses habitudes, de son confort de vie, et de vivre de la chasse. Sacha refusera de se plier à cette nouvelle vie. À la suite de disputes avec son père, elle quitte le village de Doper pour la ville, elle rejoindra l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'on la découvrira, nous autres spectateurs. Elle se fera remarquer le premier jour lors du rituel d'entrée à l'armée. L'instructeur Kay Sharditz se charge de détruire un à un l'ego des jeunes aspirants soldats. Désapprendre pour réapprendre. L'ancienne chasseuse sera surprise pomme de terre à la main sous les yeux ébahis de ses camarades. Kay s'approchera d'elle et lui demandera qui elle est et ce qu'elle a dans la main droite. Sacha prend bien le temps d'avaler la bouchée, car on ne parle pas avec la bouche pleine, voyons, pour ensuite expliquer à l'instructeur qu'elle a pris la patate dans les cuisines car elle était encore chaude. Il comprend alors médusé qu'elle a dérobé le féculent et lui redemande ce qu'elle fout avec une patate. Elle ne comprend pas la question, pour elle, tout le monde aime les patates. Ce qui fait monter le malaise ambiant d'un cran. Sous la pression, ce sera avec un qu'elle proposera la moitié de sa pomme de terre, moitié qui n'en est clairement pas une, le tout accompagné par un sourire forcé. Et l'instructeur acceptera et continuera son passage. Non, c'est faux, elle sera punie et devra courir jusqu'au soir. Histoire de bien montrer au groupe qu'on ne joue pas au con au sein de l'armée. Aucune place pour la légèreté et l'égoïsme. Le plus drôle, c'est qu'elle n'a pas bronché quand on l'a punie, mais quand on lui a dit qu'elle sera privée de repas ce soir. Ce passage représente bien le personnage de Sacha. Elle est égoïste, elle est là pour manger à l'œil. Elle n'offre pas son cœur à l'humanité, mais juste de la nourriture à son estomac. Sasageyo, tout ça, bat les couilles. Suite à cet événement, elle devient la tête de turc de sa promotion et sera surnommée Potato Girl. Pendant 5 années, Sacha va recevoir un entraînement militaire. Programme, maîtrise de l'équipement tridimensionnel, technique de corps à corps et simulation de combat face aux titans. À la fin du cursus, Kay Sharditz, l'instructeur de la 104e brigade d'entraînement dont Sacha fait partie, dira de cette dernière qu'elle possède comme un 6e sens au combat, mais qu'elle a de grosses lacunes en ce qui concerne le travail d'équipe. En effet, Sacha est une personne égoïste dont le but premier est de se remplir le ventre. Malgré le rationnement qui frappe tout le monde, elle s'est plusieurs fois faufilée telle une bête sauvage dans les cuisines ou les réserves pour y dérober de la nourriture. La première fois c'est avec la patate lors du rituel d'entrée dans l'armée. La seconde fois, c'est juste avant que le colossal ne réapparaisse. Cette fois, c'est une pièce de viande qu'elle a chippée. Ce qui peut aussi être reproché à Sacha, c'est son manque d'esprit d'équipe. Mais en réalité, c'est plus des difficultés à communiquer. Parce que Sacha passe son temps à placer des formules de politesse à toutes les sauces. Par exemple, après la deuxième attaque de Berthold, les titans envahissent le district de Trost et encerclent le QG, privant les jeunes soldats de ravitaillement, qui vont se faire décimer les uns après les autres. Les soldats iront se réfugier sur les toits et perdront peu à peu le moral. Sacha tente de les convaincre d'ensemble Ganbate et Minasan de reprendre le QG et ainsi d'inverser la vapeur. Mais rien n'y fait, son discours est beaucoup trop lisse, sans émotion et personne ne la calcule. Contrairement à Mikasa qui, après avoir appris que Eren est tombé au combat, mettra de l'émotion et du charisme dans son discours. Arrivé au centre de ravitaillement, Armin met en place un plan pour reprendre le contrôle. Tu sais, c'est ce moment super stylé dans le premier opening là. Donc tout le plan se déroule sans accroc, sauf pour les deux campagnards, Connie et Sacha, qui ne trancheront pas assez profondément la nuque de leur cible. Les deux se retrouveront à la merci des titans, et c'est Annie et Mikasa qui finiront le travail. Malgré le danger de mort imminent, Sacha garde son tic de langage face au titan Moe. Elle continue de placer des formules de politesse du genre « Oh là là, je vous ai attaqué par derrière, veuillez m'excuser Gomenasai ». Pour mieux cerner cet aspect de Sacha, j'aimerais rapidement aborder un concept de la culture japonaise, à savoir du one et tatemae. Alors je tiens à rappeler que mon niveau de japonais c'est LV1 animé. Si ça se trouve, je vais dire de grosses bêtises, mais il est important pour moi d'expliquer ce concept pour le reste de la vidéo. Grosso merdo, c'est savoir dissocier la vraie voix, le vrai son, donc ce que la personne désire et pense réellement, one, de la façade, de ce qui est convenu de dire ou de faire en public, tatemae. Le but, c'est de préserver, de favoriser l'harmonie, l'esprit collectif. Par exemple, lors du premier jour à l'armée, quand l'instructeur lui demande ce qu'elle foutait avec la patate, Sacha semble répondre à côté de la plaque. Perso, j'ai plutôt réagi comme les autres soldats. J'étais un peu mal à l'aise au premier visionnage, alors que les Japonais, eux, ils étaient plus en mode « Ah, oui, je reconnais, c'est tatemae ça ». Ou alors, juste après la retraite du district Trost,
Quand Marco prend Sacha en exemple de soldat noble et courageux pour remonter le moral des soldats brisés mentalement, plutôt que de dire « Oh là là, je suis terrorisé, on va tous mourir, sortez-moi de là », elle préfère dire « Oh putain, j'ai mal au bide, mettez-moi avec les blessés, très loin du front ». C'est pour ça que je m'autorise à penser que Sacha a plus des difficultés à communiquer plutôt que de travailler en équipe. C'est parce qu'elle ne parle pas directement, elle n'est pas elle-même. Du coup, malgré ses lacunes pour communiquer et son manque d'esprit d'équipe, Sacha elle possède des qualités. Par exemple, des réflexes inégalés en situation de danger. Encore une fois, lors de la seconde attaque du Colossal, elle sera en compagnie d'Eren, Samuel et d'autres soldats. C'est à ce moment-là qu'elle montre la viande. Bref. Berthold apparaît et l'intense vapeur qu'il dégage éjecte les soldats postés sur le mur. Tout le monde réussit à s'agripper à la paroi, à l'exception de Samuel qui est dans l'incapacité de réagir. Sacha est la seule qui a le réflexe de plonger dans le vide et de rattraper Samuel à coups de grappin dans le mollet. Ah putain. Aussi, lors de la 57e expédition Extramuros, c'est la première fois que le bataillon il voulait atteindre la cave des Jaegers. Tout ne se déroulera pas comme prévu, avec l'arrivée inopinée du titan femelle, qui, à lui tout seul, stoppe l'avancée et brise la formation du Major Smith. Le bataillon ira se réfugier dans les bois, Sacha et d'autres jeunes recrues devront garder les abords de la forêt. Notre chasseuse sera en poste avec Mikasa, et viendra se poser des questions au moment où on entendra des détonations venant de l'intérieur de la forêt. Inquiète, elle trouve ça bizarre. Déjà, est-ce que le bataillon a des canons, et si oui, aussi loin des murs? Soudain, un effroyable cri se fait entendre partout dans la forêt, et de nombreux titans se mettent à courir vers l'origine du cri. Les soldats postés aux abords de la forêt les prennent en chasse. Sacha, effrayé, met en garde Mikasa. Le cri semble être celui d'une bête sauvage qui est traquée et se retrouve dos au mur. Elle demandera à sa camarade d'être 1000 fois plus vigilante que d'habitude. Surtout, il ne faut pas sous-estimer le monde sauvage. Mikasa lui répond « T'inquiète, moi aussi je viens de la campagne », sauf que Sacha, elle lui répondra « Chasser le gibier et faire pousser des légumes, c'est pas du tout la même chose ». Bref, c'est la première fois que Sacha parle directement à quelqu'un, ce qui surprendra Mikasa, mais qui lui rappellera que le sixième sens de Sacha ne se trompe jamais quand il s'agit de danger. Même si l'entraînement de l'armée l'a bien fait évoluer, le quart d'heure de gloire de Sacha n'arrive qu'à l'arc Clash des Titans. Quelque temps après la capture d'Annie Leonhardt, Sacha sera envoyée dans une petite base au sud du mur rose. Avec elle, il y a Ymir, Krista, Reiner, Berthold et Connie. Les jeunes soldats sont sans équipement et sans affectation. Sacha et Connie en ont marre d'attendre, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si loin de leur village d'origine. En s'affalant sur la table, Sacha entend des tremblements. Les supers débarquent alors en urgence et les informent qu'un groupe conséquent de titans arrive sur leur position. Nanaba, qui est en charge de la base, leur ordonne alors de prendre les chevaux pour aller aider à l'évacuation des villages aux alentours. Connie remarque que les titans viennent du sud, de là où se trouve son village. Il accepte de guider la troupe, lui qui connaît bien les lieux. En échange, il désire juste voir l'état de son village de ses propres yeux. Sacha sera la dernière de sa formation et se dirigera vers Doper, son village natal. Sur le chemin, elle se remémorera la dispute juste avant sa fuite, celle où son père la sermonne après qu'elle ait volé de la viande séchée dans les réserves pour l'hiver. Elle reprend ses esprits et suit la piste d'un titan, piste qui l'amène à un village construit lors de son absence. Malgré son déni de jeunesse, la forêt a laissé place à des maisons et des champs. Elle décide d'y jeter un œil de crainte que les titans aient commencé leur carnage. Dans une des maisons se trouve un titan qui dévore une pauvre dame. Sacha déboule en hurlant dans la maison armée d'une hache. Elle assène plusieurs coups de toutes ses forces. Hélas, l'outil rudimentaire n'est pas assez tranchant pour sectionner la nuque du titan. Ce que Sacha redoute, c'est la régénération de ces monstres. Et ce doute lui fera perdre la hache des mains. En découvrant la présence d'une fillette, notre soldat prend alors la décision de fuir. À contre-cœur, elle profite que l'attention du titan soit sur la dame. Elle demande pardon et quitte les lieux avec l'enfant. Sacha court vers son cheval. Elle tente de rassurer la fille en faisant poliment connaissance et tente de calmer l'animal stressé en même temps. En cherchant maladroitement ses mots, elle panique, lâche les rênes et le cheval prend alors la fuite. Et la situation empire. It was at this moment that he knew. He fucked up. Encore une fois, ses lacunes à communiquer simplement lui jouent des tours. Malgré tout, elle retrouve son calme, se saisit de flèches, d'un arc, de la fille, et fuit en courant. La petite est toujours sous le choc. Elle explique que personne n'est venu à leur secours, alors que tous savaient que sa mère ne pouvait courir. Désormais, Sacha se retrouve dans la même situation que les réfugiés qu'elle critiquait. Ceux d'il y a 5 ans. Ils auraient dû se défendre face aux titans. Désormais, la voilà sans cheval et sans équipement tridimensionnel. C'est à ce moment-là qu'un souvenir précis d'Ymir et de Krista refait surface. Ymir met en évidence le fait que Sacha souffre d'un complexe d'infériorité. Ymir met le doigt où ça fait mal. Il y a une raison pour laquelle Sacha passe son temps à placer des formules de politesse et à lisser son discours.
C'est pour masquer son accent de campagnarde, de peur que ses camarades la prennent de haut ou pire, la rejettent. Et jusque-là, on peut dire que ça lui a bien réussi. Elle est devenue la tête de turc de sa promotion, personne ne la respecte et elle passe H24 pour une décérébrée. Ymir a compris que sous ses airs de débile poli, Sacha est quelqu'un de sensible. En réalité, elle est terrifiée à l'idée de perdre son mode de vie, ses traditions, car en somme, elle n'était que ça. Elle n'avait que ça. La vie en clan, la vie de chasse, la vie sauvage. Sacha a autant peur de vivre avec les autres qu'elle a peur des titans. C'est pour ça qu'après avoir rejoint l'armée, elle s'est mise à masquer son accent de plouc, par peur d'être rejetée, pour ce qu'elle est. Sacha a peur de disparaître dans tous les sens du terme. Krista, elle répondra à Ymir que la Hagra ça ne paye pas, sauf que Ymir ajoutera à Sacha « Oh cousine, c'est bon, pète un coup, n'aie pas honte de toi, t'as rien à prouver à tes camarades, bats les couilles de ce qu'ils peuvent penser, sois toi-même grosse. » Bon, elles ont pas dit ça comme ça, mais c'est moi qui écris la vidéo et je fais ce que je veux. Et c'est dans ce souvenir banal qu'elle trouvera le courage de dire à l'enfant de fuir pour sa vie. Sans formule de politesse, sans hésiter, elle la rassurera. Ça ira bien, quelqu'un finira par te trouver. Elle lâche la fille, lui hurlant de fuir, bande son arc et désormais seule face au titan. Une ultime fois, elle somme l'enfant de fuir, qui retrouve ses esprits et finit par courir. Sacha veut aveugler le titan mais loupe ses premiers tirs. Elle reprend son calme et de la hauteur. Elle inverse les rôles. Après tout, c'est elle la chasseuse. Elle voit le titan comme du gibier. C'est une cible facile. Il est lent et imposant. Elle réussit à avoir le premier œil, mais il ne lui reste plus qu'une seule flèche. Si elle se rate, elle sera à la merci du titan et elle mourra. Elle recommence à douter de ses capacités, et on sait comment ça se finit d'habitude. Mais cette fois, si elle gaffe, pas de Mikasa pour la sauver. C'est la mort assurée, et celle de la petite fille aussi. Le titan n'est plus qu'à quelques mètres, prêt à la dévorer. C'est alors qu'elle nous surprend. Elle se débarrasse de son arc, qui symbolise son vieux mode de vie. Armée de sa flèche, elle saute et la plante dans l'œil du titan. Le monstre réussit malgré tout à l'attraper. Sacha est à la merci du colosse, plus grand et plus fort. Sauf qu'au dernier moment, elle se dégage grâce à la même technique que face à son père. Et elle réussit à prendre la fuite. Elle l'a fait, elle l'a neutralisé. Et miracle, sur le chemin, elle croise son père venu à la rescousse. Finalement, elle monte à cheval et apprend que certains des fuyards étaient partis chercher des chevaux pour permettre à tous de fuir. Arthur Bros fera part à sa fille qu'il est fier d'elle. Elle a sauvé une vie autre que la sienne, Sacha est touché par ses compliments et... Elle est enfin de retour. Elle ne joue plus de rôle, elle est elle-même libérée de ses vieux démons. Elle ne se cache plus et s'offre pleinement aux autres. Quel happy ending, n'est-ce pas? La vérité, c'est que Sacha aurait pu mourir à ce moment-là. Il faut savoir que lors d'une interview, l'éditeur du manga, pas celui qui a tué sa femme et fait croire au suicide, mais plutôt son successeur. Ce dernier a avoué qu'il a dû convaincre Isayama de garder le personnage de Sacha en vie. Alors, je ne sais pas à quel moment elle devait mourir, mais selon moi, ça aurait dû être après le sauvetage de la petite Kaya. Mais pourquoi la faire mourir à ce moment-là? Je pense que Isayama n'avait plus rien à raconter sur elle. La Sacha du début haïssait l'autre, l'étranger, et avait des difficultés à vivre en communauté. Ils nous volent nos bêtes et notre forêt, pourquoi ils sont chez nous, ils avaient qu'à se défendre, gna gna gna. Plutôt que de changer, elle a pris la décision de fuir en ville. Paradoxal vu qu'au final elle revient à faire exactement ce qu'elle reprochait aux autres. Et pour se sentir acceptée, elle a gommé son accent particulier de la campagne. Elle s'est convaincue d'adopter le savoir-être des villes, abusant de formules de politesse, ce faisant, elle s'est fuie elle-même. Au début, s'engager dans l'armée n'était pour elle qu'un acte de rébellion face à son père, à l'attaque des titans et à l'arrivée des réfugiés. Et aussi une façon d'avoir une certaine sécurité et un certain confort. Manger gratis quoi. À terme, l'armée lui a permis d'acquérir ce qui lui faisait défaut, à savoir l'esprit d'équipe, l'esprit commun. Sa mort aurait pu être la première pierre à l'édifice du grand changement qui s'opère au sein des murs dans cet arc et l'arc suivant, à savoir la révolution engagée par les membres du bataillon. On passe quand même d'un ordre religieux qui soutient un usurpateur, et les deux cachent la vérité sur le passé et l'extérieur, vers un peuple avec un sens du collectif fort et une nation rassemblée autour d'une identité commune, une grande communauté, un grand tout à l'intérieur des murs. Mais je vais tout de suite mettre en pause ma théorie en carton, pour la reprendre plus tard. La vérité la plus probable, c'est juste que Sacha, à ce moment de l'œuvre, était encore très populaire. Elle arrivait 4ème lors du premier classement de popularité, après Eren, Levi et Mikasa quand même. Mais surtout, quand l'éditeur a appris la mort de Sacha, il est parti chialer dans les toilettes tellement ça l'avait affecté, ce qui a fait changer d'avis à Isayama sur le sort de la fille patate. Et aussi avec la petite subtilité du One Tatemae, Sacha dégage l'aura de la campagnarde fraîchement débarquée à Tokyo, ce qui en fait pour le public japonais un personnage drôle et attachante. Sacha elle a su créer un lien affectif avec nous, public. Sacha elle aime la bouffe, et selon un théorème que je viens d'inventer, le personnage qui aime manger est forcément apprécié par le public.
Et toi aussi, dis-moi en commentaire ton personnage d'animé qui aime trop la bouffe. Bref, c'est peut-être cette connexion avec le public qui a sauvé les fesses de Sacha de la grande faucheuse au tome 9. Après le sauvetage de Kaya, Sacha sera beaucoup plus naturelle et mettra toute sa personne au service de l'intérêt collectif. Elle abandonne sa façade, Tatemae, pour parler de sa vraie voix, One. Déjà, elle met à profit son expérience de chasseuse lors de combats. Mais surtout, elle se mettra à parler de sa vraie voix, et sans fausse politesse. Elle n'a plus peur de parler comme une campagnarde. C'est un détail qu'on remarque surtout dans l'anime. Et là j'ai envie de poursuivre la théorie fumeuse de tout à l'heure, où je dis que Sacha serait comme une martyre du grand mouvement amorcé par la révolte du bataillon et qui mène au putsch des militaires, ainsi que le couronnement de la reine Historia. Comme Sacha, les gens de Paradis renouent avec leur passé et retrouvent ainsi leur mémoire. Ce qui aura pour effet de renforcer le sentiment collectif au sein des murs, et chacun mettra ainsi sa force et sa voix à l'effort commun, pour Paradis. Et là, j'ai envie de partir en turbo-hypothèse théorie fumeuse. Imagine Sacha, elle tire son nom de barre chocolatée. Non, je rigole. Imagine quand même. Sacha. Là, je sais, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Sacha, au Japon, c'est une gamme de chocolat de la marque Lotte. Lotte, marque d'ailleurs qui tire son nom d'un personnage de roman allemand. Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang von Goethe, Qui est un roman appartenant au courant, Sturm und Drang. précurseur du mouvement romantique. Il raconte les souffrances d'un jeune homme, Werther. Éperdument amoureux d'une jeune femme, Charlotte, rencontrée lors d'un bal. mais ça on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse, c'est le design complexe du chocolat. Sacha tisse des fils de chocolat noir et blanc en plusieurs couches qui finissent par ne former qu'un seul morceau. C'est le un dans le tout. Mais le tout n'existe que quand toutes ces petites parties sont réunies. Et du coup, ça ferait écho avec Sacha qui accepte sa différence et la met au service du collectif. Ça fait réfléchir, hein. Oui, je sais, pas la peine de me remercier, je ne suis qu'un humble intellectuel manga. Non, en vrai, cette information, elle est pas du tout vérifiée et sûrement fausse. Mais j'en ai quand même parlé parce que je trouvais ça drôle. Bref. On remarquera aussi qu'après les événements du 9e tome, Sacha est encore moins présente que d'habitude. Elle sera en retrait et servira surtout de soutien grâce à sa précision au tir. Sacha n'est plus que patate, lol et je vise mieux que les autres. Lors de la libération d'Eren dans le sous-sol de l'église, elle servira de support tactique et de couverture pour ses camarades, encore une fois grâce à son adresse au tir. En 854, suite à l'intrusion d'Eren Yeager en territoire de Mar, une opération pour récupérer l'originel est lancée. Sacha fait partie des soldats du bataillon d'exploration qui lanceront l'assaut sur le ghetto de Revelio. Étant la meilleure tireuse de son armée, elle sera postée à l'arrière des combats, tandis que des soldats du bataillon bombarderont les renforts de Mar. Elle couvre ses camarades en éliminant les tireurs au sol. Sacha croise alors le regard de Gabi Brown. L'espace d'une seconde, le temps se dilate. Sacha a l'air froide, inexpressive. Imagine-t-elle seulement les conséquences de ses tirs et de cette attaque? Connie la rappelle à elle, en lui disant que c'est l'heure de se replier. Le bombardement est un succès. Sacha lui rappellera alors qu'il faut poser la balise lumineuse. Cette fois-ci, c'est sûr, l'esprit d'équipe, elle l'a assimilé. Après ça, ils iront rejoindre Jean et se contenteront d'être spectateurs de l'affrontement d'Eren face au titan de Mar. Sacha sera décisive lors du combat face au titan charrette et de son unité blindée. La combinaison de la mobilité de la charrette et la puissance de feu des pièces d'artillerie s'avère efficace face aux membres du bataillon d'exploration. Ce sera sans compter sur le sens de chasseur de Sacha. Elle attend le bon moment, dans un angle mort. Trouve le point faible, vise, tire. Une balle, une mort. Grâce à ça, elle déstabilise l'ennemi, qui brise sa formation, permettant à Jean et aux autres de venir à bout de l'unité blindée et de la charrette. Zig se fera capturer, Armin détruit la flotte de Mar, Eren mange le marteau, et l'ordre de repli général est donné. Tout le monde se réunit à bord du dirigeable, et la suite, vous la connaissez. Sauf que, désormais, ce n'est plus une guerre de défense ou une opération pour reconquérir des territoires perdus. Cette fois-ci, c'est une agression stratégique, certes, mais une agression quand même. Ce sera glorieusement raconté dans les journaux pour le peuple, le coût de cette victoire sera quand même conséquent. L'âme de nos héros, 7 morts avec celle de Potato Girl. Sacha meurt dans l'enfer de la guerre, loin de chez elle. Cependant, elle laisse derrière elle un héritage vivant. Je vous ai dit plus tôt que Sacha aurait dû mourir au moment où elle a sauvé Kaya, et que l'éditeur a su convaincre l'auteur de changer ses plans. Contrairement à d'autres, je n'ai pas le WhatsApp de Kishimoto, d'Oda ou encore moins celui d'Isayama, donc encore une fois je vais émettre une hypothèse.
Ça avait fait grand bruit à l'époque, mais Isayama a déclaré avoir adouci la fin de son manga. Une autre fois, elle dira aussi que c'est en visionnant la fin de Game of Thrones qu'il a compris l'importance de réussir la fin de son œuvre et l'impact qu'elle peut laisser sur le public. Je crois que le report de la mort de Sacha s'inscrit dans le but d'adoucir et de nuancer la fin de son œuvre. La décision d'Eren de déclarer la guerre au monde entier ce soir-là à Revelio met fin à tout espoir de cohabitation pacifique dans le manga entre Eldiens et le reste de l'humanité. Vous me direz que le monde entier les considérait déjà comme des démons et que personne ne souhaitait faire du business avec eux, et vous avez raison. Cependant, Isayama insuffle un semblant d'espoir d'ouverture à travers Sacha et Armin. Après la capture de l'équipage de Yelena et ceux qu'on appellera les mercenaires, Oyan Kopo explique à nos héros l'intérêt de disposer d'un port. C'est à ce moment que Sacha en profite pour lui demander pourquoi elle a la peau noire. Celui-ci explique fièrement que la diversité est voulue et aimée par le créateur, le dieu qui aurait conféré le pouvoir titanesque à Ymir Fritz. À travers ces quelques mots, la différence est perçue comme une force, et il évoque aussi la liberté de chacun en croire en ce qu'il veut. Armin semble fasciné par ce créateur et cette liberté de croire. Lui dont l'esprit libre portait le regard toujours plus loin que l'enceinte des murs et de son ordre obscurantiste. Mais l'espoir le plus significatif du rapprochement des peuples vient avec Sacha, quand les membres de son unité sont invités à manger des plats jamais vus encore au sein des murs, des fruits de cette grande étendue d'eau salée qu'on appelle l'océan. C'est à ce moment-là que va naître l'alchimie entre Sacha et Niccolo. Ce dernier n'était pas vraiment enjoué à l'idée de cuisiner pour des Eldiens, il en était même dégoûté. Cuisiner pour les enfants de démons, c'est pire que de jeter de la confiture au porc. Et il faut dire que notre trio, Jean, Connie et Sacha ne semblaient pas très emballés par les fruits de mer, c'était la première fois qu'ils mangeaient ça. Heureusement, l'appétit légendaire de Sacha, qui, pendant que les autres font les fines bouches, gneu ça pue, on va pas manger ça, croquera dans le homard sans attendre personne. L'ancienne chasseuse savoure les mets, en hurlant à quel point c'est bon, et reconnaît Niccolo comme étant un génie, ce qui aura pour effet de le faire rougir et lui donnera vraiment envie de cuisiner pour ses anciens ennemis. Niccolo sera présent à l'enterrement de Sacha pour lui rendre un dernier hommage. C'est là qu'il rencontre le père Braus, et en souvenir de la défunte et de son appétit légendaire, il invite la famille entière au restaurant. Entre-temps, Gabi et Falco, les deux erreurs de calcul, réussissent à prendre la fuite et dans leur cavale se feront accueillir par Arthur Braus. Ce dernier est chargé de l'orphelinat créé par la reine Historia. Et c'est ici qu'on retrouve Kaya, la jeune fille sauvée par Sacha. C'est elle qui découvre Gabi et Falco, et les croyants perdus et affamés leur offrira l'hospitalité. Sur place, on se rend compte du chemin parcouru par les gens de Doper. Les cabanes de chasseurs ont laissé place à des écuries et des prairies. Kaya expliquera au jeune Marc qu'elle les a démasqués, puis comment Sacha a héroïquement mis sa vie en danger pour la sauver 4 ans auparavant. Et que si elle était encore en vie aujourd'hui, elle aiderait 2 jeunes enfants perdus comme eux. Et c'est peut-être pour ça que ce soir-là, Sacha était ailleurs, lorsqu'elle a plongé son regard dans celui de Gabi, et lorsqu'elle regardait la ville. Plutôt que de prendre la fuite, les deux mares restent sur place et participent au travail collectif en attendant de trouver une meilleure solution. On se rend compte que même si elle est très habile avec un fusil, quand il s'agit de basse besogne, Gabi est encore plus maladroite que Sacha, nous offrant alors le premier moment de légèreté de la saison 4 depuis la mort de Potato Girl. Et peut-être que c'était ça le rôle de Sacha. Nous offrir un peu de légèreté, un peu de rire à travers la folie qu'est l'attaque des titans, nous sortant l'espace d'un instant de la guerre et des massacres. D'ailleurs, plus tard lors du repas organisé par Niccolo en l'honneur de Sacha, lorsque le cuistot se rend compte que c'est Gabi qui a tué l'Eldienne si chère à son cœur, il s'en prend violemment aux enfants et les livre au père Braus en expliquant la situation. Il perd tout son sang-froid. Il est prêt à égorger les enfants et répandre leur sang pour venger la mort de Sacha. Il explique que Gabi lui a arraché la seule personne qui comptait pour lui, celle qui lui avait enfin donné un sens à sa vie, celui d'être utile en procurant de la joie et du plaisir par la cuisine. Il explique que Sacha l'avait sorti de cette foutue guerre. Elle, l'ennemi, elle, le démon du paradis. Sacha, grâce au sermon de Ymir, a su retrouver sa vraie voie, et ainsi devenir meilleur pour elle et pour les autres. À son tour et à sa façon, Sacha a redonné du sens à l'existence de Niccolo, lui permettant d'offrir le meilleur de lui-même. La disparition de Sacha marque la fin des moments de légèreté et d'insouciance dans le manga. C'est d'ailleurs pour ça qu'Eren rira au moment de sa mort. Il rira pour la dernière fois de l'histoire, car au final elle n'était qu'un personnage comique et de second plan. Sacha aime la viande. Jusqu'au bout, elle n'aura été qu'un running gag. D'où la supposée seconde inspiration pour le prénom du personnage, qui serait un hommage d'Isayama à l'humoriste et comédien britannique Sacha Baron Cohen, connu pour son rôle de Borat. Cet acteur a imaginé et interprété de nombreux personnages décalés et pittoresques, des personnages dits de poissons hors de l'eau, afin de servir un propos plus sérieux comme les différents types de discrimination. When Borat was able to get an entire bar in Arizona to sing "Throw the jewel down the well," it did reveal people's indifference to anti-Semitism.
When, as Bruno, the gay fashion reporter from Austria, I started kissing a man in a cage fight in Arkansas, nearly starting a riot, it showed the violent potential of homophobia. And when disguised as an ultra-woke developer, I proposed building a mosque in one rural community, prompting a resident to proudly admit, I am racist against Muslims. It showed the growing acceptance of Islamophobia. Et c'est possible que l'auteur ait mis une part de lui-même à travers le personnage de Sacha. Lui qui a grandi dans une ville de la campagne japonaise, Ita, presque coupée du monde, bordée de montagnes et de forêts. En résumé, même si elle n'est qu'un personnage comique qui est peu mis en avant, Sacha a connu un développement intéressant. Au début, elle est dépeinte tantôt comme une bête sauvage se faufilant pour voler de la nourriture, tantôt comme une pécore qui passe son temps à gommer sa personnalité sous une tonne de formules de politesse. Elle souffrait de lacunes quand il s'agissait d'interagir en groupe. Cependant, elle saura mettre à profit ses compétences et ses qualités pour secourir et soutenir ses camarades. Grâce à Ymir, elle comprendra qu'elle a encore plus à offrir si elle est elle-même. Ce sont ces différences qui la rendent intéressante. Alors elle cesse de jouer le rôle d'une autre, laissera aussi derrière elle la petite fille apeurée qu'elle était, se détachera de son passé et agira à sa façon. Fini de fuir, il est l'heure de se battre. Pas que pour elle, mais pour l'autre aussi, celui qu'elle n'a jamais connu, celui qu'elle ne cherchait pas à comprendre, celui qui était la source de ses problèmes. Sacha a transcendé l'enfant qu'elle était, elle a compris ce qu'est l'intérêt commun. Depuis ce moment jusqu'à sa mort, elle mettra ses talents au service des autres. En retrait certes, mais à cette place elle était meilleure que n'importe qui. Peut-être qu'à travers le développement du personnage de Sacha, l'auteur nous invite à faire tomber les masques superficiels et formels créés par nos peurs. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la honte, et tant d'autres encore. Isayama nous incite probablement à nous ouvrir aux autres, au monde, pour offrir et transmettre ce qu'il y a de mieux en nous. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment mettre un pouce bleu et même un petit commentaire. Encore désolé pour la qualité médiocre du son et aussi celle du montage. Je reprends à peine les vidéos et je crois que ça se voit et que ça s'entend. Je suis quand même un petit peu heureux de pouvoir de nouveau partager des bêtises avec vous sur YouTube. Et j'ai ressenti beaucoup de blocages. Je me demandais à quoi bon écrire, à quoi bon faire cette vidéo. Je me sentais pas vraiment légitime. Aussi, comme Sacha, j'avais un peu peur de m'exprimer. Et puis, au fur et à mesure, prise par prise, séquence par séquence, cette vidéo a vu le jour. Et j'ai ressenti de nouveau la joie de construire quelque chose. Ça m'a occupé et redonné un peu d'estime en cette période pas évidente pour tous. J'ai encore beaucoup d'idées en stock et j'espère que tu seras présent pour écouter mes bêtises. Merci.